Nicolas Mengo qui va nous présenter. Merci, bonjour à tous. Essayer de répondre à la question que faire des lésions coronaires, c'est essayer de répondre à une multitude de questions devant lesquelles on est aujourd'hui encore largement démunis, et vous allez le voir. En particulier, essayer de savoir si, il faut revasculariser ces lésions, ensuite, si la réponse est oui, peut-on le faire et avec quels résultats? Et puis, faut-il envisager une revascularisation complète ou incomplète? Et puis, quel est le timing optimal de la procédure lorsqu'elle doit être envisagée? Alors, est-ce qu'il faut les revasculariser? Prendre conscience de cette question-là, c'est déjà intégrer le fait que la prévalence des coronaropathies chez les patients qu'on est amené à prendre en charge pour une procédure d'euthanasie est extrêmement élevée. Vous l'avez sur cette diapositive. 65% des patients avec un rétrécissement aortique serré de plus de 80 ans est porteur d'une coronaropathie. Ça veut donc dire que cette question-là, on est censé se la poser pratiquement une fois sur deux. Les patients qui sont soumis à la fois à une revascularisation myocardique chirurgicale et un remplacement valvulaire aortique, on le sait, ont une mortalité à l'échéance de 10 ans qui est 2 fois plus élevée que les patients soumis à un remplacement valvulaire aortique isolé. Et cette surmortalité, eh bien, elle est le fait d'un âge plus avancé, de comorbidités plus importantes et d'une fraction d'éjection ventriculaire gauche plus basse. Et une fois qu'on s'est affranchi des comorbidités et de l'âge du patient, eh bien, on se rend compte qu'il y a un bénéfice à proposer une revascularisation myocardique à ces patients-là, puisque la courbe de survie à 10 ans rejoint celle des patients soumis simplement à un remplacement valvulaire aortique isolé. Alors que nous disaient jusqu'à présent les recommandations, vous le voyez, elles sont tout à fait superposables entre celles de la société européenne et celles des sociétés américaines. Qu'il faut faire une coronarographie aux patients qui sont porteurs d'un rétrécissement aortique serré avant le remplacement valvulaire ou la procédure, et ce chez pratiquement tous les patients, en tout cas ceux qui ont plus de 40 ans pour les hommes ou qui sont ménopausés pour les femmes ou qui ont au moins un facteur de risque. La place du CT scan est limitée aux patients ayant une probabilité de coronaropathie faible, et puis les indications de revascularisation chirurgicale sont larges concernant les lésions significatives des gros vaisseaux ou du tronc commun. Alors on sera en droit de penser que cette association rencontrée chez les patients porteurs soumis à un remplacement valvulaire aortique chirurgical, on la rencontre également chez ceux qu'on va considérer pour une procédure d'euthanasie. Vous voyez que les données de registre sont plutôt discordantes sur ce point et qu'il n'y a pas d'association évidente entre la notion de coronaropathie, le plus souvent dans ces études-là qui est définie par les antécédents de pontage aortocoronaire ou d'angioplastie, et puis le pronostic au décours d'une procédure d'euthanasie. Et vous voyez, je vous ai cité ici une série qui était issue de Bichat et qui date de 2011, dans laquelle clairement la présence d'une coronaropathie définie par des antécédents de pontage ou d'angioplastie chez 63% des patients de l'étude, eh bien n'a pas d'impact pronostic à l'échéance d'un an. Et ces données-là sont confirmées dans cette méta-analyse qui regroupe à peu près 2500 patients avec à part égale des prothèses Edwards et des corps-valves. La coronaropathie était considérée chez 52% des patients. Ils étaient suivis pendant une période moyenne d'à peu près 1 an et demi, et vous le voyez, le fait d'avoir une atteinte coronaire antécédente n'impacte pas à proprement parler le pronostic des patients au décours de la procédure d'euthanasie. En revanche, la sévérité de l'atteinte coronaire, elle, a un impact pronostic majeur, comme on a pu le montrer ce registre suisse, registre de Berne, qui a montré que le syntaxe score avait une valeur pronostique indépendante majeure sur la mortalité cardiovasculaire à l'échéance d'1 an. Et vous voyez que les patients qui ont un syntaxe supérieur à 22 ont une mortalité à 1 an de 21% au décours de la procédure, contre 8% chez les patients dépourvus de cardiopathie ischémique et 13% chez ceux dont le syntaxe score est inférieur à 22. Alors, peut-on revasculariser ces patients-là, et si oui, avec quels résultats? La réponse c'est oui. On peut réaliser une angioplastie coronaire chez un patient porteur d'un RAC serré. Alors ça peut paraître évident, mais encore fallait-il le démontrer. C'est fait. On sait aujourd'hui que la mortalité à 1 mois des patients soumis à une angioplastie dans le cadre d'un rétrécissement aortique serré est la même que le même patient dépourvu de rétrécissement aortique, avec un pronostic plus défavorable dès lors que la fraction d'éjection est abaissée, le syntaxe score et le STS score supérieur à 10%. Et puis c'est ce qu'on observe effectivement dans les données de la littérature. Vous voyez que l'association angioplastie et TAVI
à 1 mois est associé à une mortalité qui oscille entre 2 et 10%, des AVC qui sont ceux des normes de la littérature de l'époque et pas de surcoût en termes d'infarctus. Et ce sont des résultats qui se comparent plutôt favorablement aux résultats du pontage et des remplacements valvulaires aortiques dans la même catégorie de patients, patients âgés de plus de 82 ans, avec là un peu plus d'infarctus, comme vous le voyez sur cette diapositive. Quelles lésions faut-il revasculariser ? Pas d'ambiguïté, la revascularisation complète n'est pas un prérequis avant la TAVI, et cette étude d'un registre de Rotterdam le confirme. La survie à 1 an est la même que la revascularisation soit complète ou incomplète, ce qui plaide en faveur d'une stratégie de revascularisation ciblée sur les artères principales et qui serait basée sur un consensus du Heart Team. Quand faut-il revasculariser ? Là, on a relativement peu de données et les données dont on dispose sont plutôt contradictoires. Alors, elles sont résumées sur cette diapositive. Vous avez en bleu les procédures étagées, avec dans la majorité des cas une angioplastie qui serait réalisée en amont de la procédure de TAVI, et puis en grenat une angioplastie qui serait réalisée dans le même temps, donc une stratégie combinée. Et vous voyez sur cette diapositive qu'il n'y a pas de signal fort qui laisserait à penser qu'une stratégie est supérieure à une autre. En tout cas, les différences ne sont pas significatives, même si, vous le voyez, il y a une tendance à privilégier plutôt la stratégie étagée avec angioplastie en amont de la TAVI, plutôt que la stratégie combinée qui, là, est associée à un risque de mortalité à 1 mois qui semble être supérieur. Beaucoup de questions sont non résolues, on vient d'évoquer le timing, les procédures étagées ou simultanées. Faut-il privilégier des stents actifs ou des stents conventionnels? La sévérité de l'atteinte coronaire peut-elle contre-indiquer une TAVI? Quel est l'impact de la double antiagrégation plaquettaire sur les TAVI qui seraient réalisées par voie apicale ou transaortique? Et puis, faut-il considérer une valvuloplastie au ballon en amont de l'angioplastie en cas d'altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche? Et il y a encore bien d'autres questions pour lesquelles on n'a aujourd'hui aucune réponse patente. Alors, les études en cours sont censées répondre à ces questions-là. On a Partner 2 avec la Sapiens XT et Surtavi avec la Corvalve qui sont en cours et qui s'intéressent à la comparaison TAVI versus remplacement valvulaire aortique chirurgical chez les patients à risque intermédiaire. Dans chacune de ces deux études, une randomisation est prévue entre TAVI et PCI versus remplacement valvulaire et pontage pour les patients qui nécessiteraient d'une revascularisation, avec exclusion dans les deux études des troncs communs, du syntaxe supérieur à 32 dans Partner et supérieur à 22 dans Surtavi. L'étude qui est censée répondre à la question, c'est Activation. Elle est en cours et je pense qu'un certain nombre d'entre vous y participent. C'est une étude randomisée qui va comparer, ou qui compare, la stratégie TAVI seule versus TAVI angioplastie, angioplastie étant réalisée dans les 6 semaines qui précèdent la procédure de TAVI avec un endpoint robuste de mortalité à 1 et 12 mois. En attendant ces résultats, je vous suggère cette prise en charge que vous trouverez dans une publication de type Position Paper qui a été publiée il y a quelques mois dans l'European Heart et qui suggère la réalisation ici d'une angioplastie en amont de la TAVI chez les patients ayant une lésion du tronc commun ou une lésion proximale de l'interventriculaire antérieur, une lésion d'un vaisseau perfusant un territoire myocardique étendu, chez un patient symptomatique, syndrome coronarien aigu, instabilité hémodynamique ou ayant une ischémie myocardique documentée. Charge à l'opérateur de juger de l'opportunité de réaliser en amont de la valvuloplastie de l'angioplastie une valvuloplastie au ballon ou de considérer l'opportunité d'une assistance ou d'une contrepulsion intra-aortique en laissant le choix du stent actif ou du stent conventionnel à l'opérateur. À l'inverse, les patients, l'angioplastie n'est pas indiquée chez les patients ayant des atteintes touchant les petits vaisseaux, des lésions distales, une occlusion chronique ou une lésion complexe chez un patient en particulier souffrant d'une insuffisance rénale. Je vous remercie.